L'Afrique a le taux d'alphabétisation le moins élevé au monde. C'est presque connu de tous. Pour ceux qui regardent les médias et consorts, c'est ce qu'on nous projette toujours. Mais quand je découvre que selon la Banque mondiale, dans son rapport intitulé Poverty in the Rising Africa, 42% des adultes en Afrique sont toujours analphabètes, contre 46% en 1995, soit près de 2 adultes sur 5, ce qui correspond au nombre colossal de 215 millions de personnes en Afrique qui sont analphabètes. Ça me donne froid dans les dos en fait, tu vois. Donc, et de façon spécifique, dans 7 pays africains, plus de la moitié de la population est analphabète. Et ces pays se trouvent presque tous en Afrique de l'Ouest. Donc il y a notamment le Niger, la Guinée, il y a d'autres pays en fait en plus. Mais c'est ces 2 pays-là que j'ai voulu juste m'adresser parce que c'est ces 2 pays qui sont en fait juste en bas de l'échelle. Tu vois un peu. J'ai essayé de poursuivre un peu plus loin et puis j'ai vu que la pandémie de la Covid n'a rien arrangé en fait. Elle est venue au contraire aggraver les choses. Elle est venue vraiment rendre plus ou moins l'école difficile d'accès puisque les enfants devaient rester à la maison. On devait introduire le fait d'étudier en ligne, tout ça. Donc, est-ce que ça n'a pas encore aggravé le taux d'alphabétisation puisque préalablement les parents même avaient du mal à inscrire physiquement l'enfant dans les cours physiques. Tu t'imagines maintenant aller peut-être acheter un ordinateur ou tout le matériel qu'il faut, acheter la connexion. Je pense que ça a encore aggravé en fait ce système. D'où une réflexion profonde sur les réformes structurelles du système éducatif africain pour pouvoir mieux les adapter en fait aux besoins de l'Afrique. Donc c'est plus ou moins l'idée que j'ai voulu mettre sur la table pour qu'on puisse vraiment débattre autour de cette idée. Donc on va vraiment discuter sur des propositions de réforme du système éducatif en Afrique, adaptées aux besoins de l'Afrique, avec bien évidemment les Africains comme acteurs, tu vois un peu. Au passage, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, on dit d'une personne qu'elle est analphabète lorsque elle ne sait ni lire ni écrire. Voilà, pour qu'on soit vraiment bien situé. Ça, c'est vraiment basique. Tu vois, après, si vous avez d'autres définitions que vous voulez apporter, soyez free. Au passage, je vous salue. On espère que vous allez super bien et que tout se passe bien chez vous. On va vraiment aller droit au but avec la première question. Selon toi, pourquoi est-ce que l'Afrique a le plus fort taux d'alphabétisation? Comment tu l'expliques? Moi, je pense que, comme tu as défini, un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Exact. Et pourquoi on constate que c'est en Afrique, le taux est assez élevé? Moi, je pense que c'est dû à plusieurs raisons. Ok, mais j'ai voulu me concentrer sur trois raisons principales. La première, moi, je pense que c'est une raison culturelle. Ok, ces personnes-là sont analphabètes dans quoi? Elles ne sont pas analphabètes de la vie. Okay. Elles sont analphabètes dans un domaine bien précis. Elles ne savent ni lire ni écrire l'écriture ou faire la lecture du blanc. C'est en concret. Précision détail. Tu vois, parce que ces personnes-là, elles parlent une langue. Elles peuvent même écrire dans une langue. Mais elles ne peuvent pas écrire en français. Elles ne peuvent pas écrire en anglais ou même s'exprimer en français. Ça veut pas dire elles sont analphabètes spécifiquement dans cette langue. C'est comme moi, je ne comprends pas le chinois. Je ne peux pas écrire le chinois. Donc, pour le chinois, je peux être analphabète. Mais de façon générale, je ne suis pas analphabète. Donc, peut-être que lorsque la colonisation était terminée, les parents ne trouvaient pas nécessaire d'envoyer leurs enfants à l'école du blanc. Vu que, selon tes statistiques, ce sont les adultes, en fait, qui sont dans ce cas de figure. Pourquoi les parents n'ont pas amené leurs enfants à l'école du blanc? Ils avaient forcément leur raison. Pour un père de famille, quand l'enfant va passer 8 heures à l'école, c'est une perte de main-d'œuvre pour lui. Ok. Déjà. Donc, de façon culturelle, il y a un déphasage. Pour ce qui fait que ça n'a pas motivé le père à envoyer l'enfant à l'école. Et pour aller loin, je suis sûr et certain que dans ta statistique, si on pousse plus, on verra que dans ce taux-là, c'est plus des femmes adultes
Parce que jusqu'à présent, même le taux de scolarisation de la jeune fille, elle est minime. Très bas. Comparé à l'homme, en fait. Ouais. Parce qu'il y a ce poids culturel, en fait. Les parents n'ont pas compris pourquoi ils devraient le faire. Ce qui a fait que ces adultes-là ne sont pas partis à l'école. Moi, j'ai ma tante. Tu vois, toutes mes tantes, il n'y a aucune d'elles qui est partie à l'école. Donc, jusqu'à présent, elles ont des téléphones, elles ont tout, mais elles ne savent ni lire ni écrire. Tu comprends, en fait. Pourtant, elles sont très intelligentes dans la vie. Elles parlent notre langue maternelle. Elles peuvent même écrire dans notre langue maternelle. Mais elles ne parlent pas français, elles n'écrivent pas en français. Ça dit qu'elle est analphabète. Oui, selon la conception du dictionnaire. Mais dans la vraie vie, la personne ne l'est pas. Donc ça, c'est la raison culturelle en fait qui fait qu'on a beaucoup d'analphabètes. L'autre raison en fait, c'est en fait le manque de stimulation. Je t'explique. Pour apprendre à lire et à écrire, c'est pas forcément à l'école, même à la maison. Si par exemple, tu as des frères et sœurs qui savent lire et écrire, c'est avec eux que tu apprends. Qu'est-ce qui nous a donné l'idée de partir à l'école? C'est parce qu'on a vu des personnes de notre entourage partir à l'école. Et on ne voulait pas se sentir seul à la maison. Qu'on a dit, bon, moi, je vais partir à l'école aussi. Pour moi, ça a été ça. Je vais partir à l'école parce que tout le monde va à l'école. Mais si l'école était chez moi à la maison, je n'aurais pas l'envie de partir à l'école. Donc, pour qu'une personne puisse apprendre à lire et à écrire, s'il y a l'environnement qu'il faut, que ce soit des livres, que ce soit en fait des challenges où on te dit, bon, compte jusqu'à 10 ou écrire telle chose, en fait, l'enfant, ça le stimule en fait. Et ça l'oblige à apprendre ou même à faire quelque chose. Donc, mais dans plusieurs familles, il n'y a pas cette stimulation en fait. Il n'y a pas de stimulation réelle. Tu vois? Donc moi, je pense que ça, c'est l'une des raisons du fort taux d'analphabétisation en Afrique de l'Ouest. Et l'autre aussi, c'est que l'école n'est pas gratuite. Il faut qu'on se le dise. L'école, ça coûte de l'argent. Et c'est à l'école qu'on apprend à lire et à écrire. Mais il y a des familles où il n'y a pas d'argent, les conditions sont difficiles. Donc, à cause de ces raisons-là, le père ne peut pas envoyer l'enfant à l'école ou la mère ne peut pas parce qu'elle ne peut pas, afford les frais d'inscription. Mais plus tu avances, plus les frais se multiplient. Donc, mieux garder cet argent-là, nourrir la famille avec cet argent que de mettre sur une seule personne et de dire à l'école. Sachant très bien qu'il n'y a même pas de sécurité après tes études. Plus aussi, tu fais beaucoup d'enfants. Exactement. Donc, moi, je pense que ce sont vraiment ces trois raisons qui peuvent expliquer dans le contexte vraiment africain le taux élevé d'analphabétisation. D'accord, je t'entends. J'ai entendu vraiment tout ce que tu as pu donner comme explication. Je pense que ça a son importance aussi en fonction de certainement ta réalité. Tu as beaucoup parlé aussi de la famille, tout ça. Donc, ça se voit que c'est vraiment du vécu en fait autour de soi. Donc, moi... Et je le rappelle aussi au passage, je ne suis pas uniquement là que pour interroger. Bien sûr. Je veux aussi partager mon point de vue. Je pense que la première raison pour moi, en fait, qui explique le taux d'analphabétisation, ce taux aussi élevé en Afrique francophone, puis particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est la culture aussi. C'est là aussi je te rejoins. C'est la culture parce que on a une culture à nous d'abord avant ce clash culturel qui a découlé sur la colonisation, l'esclavage, la traite négrière, tout ce qu'on veut, le travail forcé, le commerce triangulaire, enfin vous pouvez même ajouter la liste, c'est tellement exhaustif, tu vois. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a certains parmi nos parents qui sont restés toujours attachés à cette culture, tu vois. Donc, pour moi, c'est le blanc qui vient, qui impose, qui matrice en fait nos parents, qui leur fait comprendre que pour que on puisse dire de toi que tu es alphabète ou analphabète, il va falloir que soit tu saches lire ou que tu ne saches pas lire. Donc, c'est eux qui catégorisent là. Sinon, préalablement, on a notre culture à nous. On écrit dans des langues, comme tu l'as si bien énuméré, et il y a une documentation de la plupart de nos langues. Et ça, c'est connu à travers l'Afrique, tu vois, un peu. Donc, c'est en quelque sorte venir empiétrer comment est-ce qu'on fonctionne, ou plus ou moins, on a toujours fonctionné en tant que société, nous imposer en fait une nouvelle manière de fonctionner. Mais après, on va parler de la globalisation, on est tous là-dedans, on a tous tendance à bouger, donc il faut être unanime sur quelque chose. D'accord, moi je peux dire ok d'accord, mais pour moi c'est l'une des raisons
abandonner sa culture soi-même au détriment de la culture de l'autre, ou son éducation au détriment de l'éducation de l'autre, c'est pas vraiment facile, c'est pas vraiment aisé, c'est nettement pas la chose à faire, je pense, tu vois, un peu. Donc, la deuxième raison aussi, là où je te rejoins, elle est financière, tu vois, un peu. Après, on peut tout de suite relier en fait le taux d'alphabétisation à la richesse dans la plupart de nos pays. Bien sûr. Tu vois un peu, quand on prend la plupart de nos pays, on estime en drift que nous sommes des pays pauvres et très endettés. Donc, comme vous venez proposer à des personnes qui sont dans votre conception à vous pauvres et endettés une éducation coûteuse. Tu vois un peu. Donc je me dis qu'à un moment donné, le parent, au lieu de dépenser une telle somme, et puis il n'a même pas encore certainement l'assurance que son fils sera, enfin, ou tout ce que son fils va faire comme étude à la fin, il aura un boulot, puis ça sera rentable en gros. Après, peut-être certainement, il préfère utiliser cet argent pour ouvrir peut-être une boutique pour son fils, ou pour investir dans quelque chose de plus concret. Tu vois, un peu, même si aujourd'hui la mentalité change légèrement, on évolue un peu sur ces mentalités, mais je pense que c'est l'une des raisons. Puis un parent qui n'est pas allé à l'école des blancs, à l'école qu'on connaît aujourd'hui, il n'a pas de mal à ce que son fils reste à la maison. Pour lui, c'est plus que normal, tu vois. Il faudrait que l'enfant même aille travailler dans son champ de cacao, de café, etc., etc. Donc, il y a aussi cette conception en fait qui accompagne cette idée ou bien ce constat, tu vois un peu. Donc pour revenir à ce que tu as dit, peut-être pour ajouter un peu aussi, voilà un peu ce que je voulais aussi suggérer. Donc on va y aller pour la deuxième question. Je pense, avant la deuxième question, que on a cette habitude là, ou bien ce langage, on dit tel père, tel fils. Donc je peux présumer que, étant donné que des parents ne partent pas à l'école, ils ne vont pas nécessairement amener leurs enfants à l'école. Mais en même temps aussi, aujourd'hui, les choses évoluent. Comment on peut aussi expliquer le fait que les élèves, enfin, il n'y a pas beaucoup même de personnes qui envoient leurs enfants à l'école. Il y a seulement ça. Mais comment aussi on peut expliquer le faible taux de scolarisation, par exemple, chez la jeune fille? C'est encore une question de conception et aussi de la manière dont la société africaine fonctionnait. De base. Dans la société africaine vraiment traditionnelle, les hommes avaient un rôle, les femmes avaient un rôle. L'homme, il partait à la chasse, il ramenait le gibier, la femme restait à la maison. Quoique il y a des sources qui prouvent que les femmes travaillaient plus que les hommes. Mais ce qui est vulgarisé, c'est ce que je donne. L'homme, il venait avec le gibier, la femme cuisinait. Elle faisait des enfants, elle prenait soin des enfants. La personne qui sortait allait dehors, c'est l'homme. Donc, quand on transpose ça à l'école, puisque l'école, c'est pas à la maison, tu vas quelque part. La femme doit quitter en fait la maison et aller à l'école. Ce truc, culturellement, les parents, ils n'avaient pas compris. Pourquoi celle qui était censée rester à la maison doit aller à l'école, sachant très bien que c'est pas forcément quelque chose qu'on comprend. On est d'accord? Deuxième chose aussi, c'est que la femme, son rôle en fait déterminé à rester, ça n'a pas changé en fait. Même il y a souvent les adages, l'adage où les gens disent en fait, une femme quand elle va à l'école, on sait qu'au final elle va bien se marier. Autrement dit, c'est pourquoi tu te fatigues en fait, pourquoi tu te fatigues pour aller à l'école si la finalité c'est d'avoir un mari et tout et rester à la maison. Donc il y a des parents qui sont restés dans cela en fait. Et en plus de ça, même les filles ou les femmes qui sont allées à l'école, elles reviennent toujours à la fonction de base, qui est de se marier. Donc une fille en fait, qu'est-ce qui la motive vraiment à aller à l'école elle-même déjà? Parce que quand on regarde même, il y a peu de filles qui vont à l'école, mais il y a peu de filles qui terminent leurs études. Soit il y a quelque chose qui va empiéter sur son éducation, elle va tomber enceinte, telle chose va arriver, mais le pourcentage, il est négligeable. Donc il y a plus de risques selon toi, en fait, même pour les parents en fait, même pour les parents, d'envoyer l'enfant à l'école. L'école, c'est un investissement.
quelle est la garantie que le père, quand il investit tout son argent sur sa fille, il y aura un retour sur investissement? Donc, lui, il préfère se dire que le fils, j'investis sur lui, il y aura un retour sur investissement. Tu vois, quoique les choses ont changé, il y a des femmes qui occupent de hauts postes, même si elles ne sont pas mises en avant. Donc, moi, je pourrais expliquer comme ça, en fait. Et selon toi aussi, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce changement? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui des parents, peut-être de l'ancienne époque, à vouloir aujourd'hui que leur fille aille à l'école? C'est simple. C'est comme quand tu es petit, tu veux jouer au foot. Quand il n'y avait pas de Drogba, il n'y a aucun parent qui voulait que son fils soit footballeur. D'accord. Maintenant, on a des femmes qui sont ministres. On a des femmes qui occupent des postes de haute responsabilité. Des femmes qui sont même riches que des hommes. Donc, quand le père il voit ça, en fait, il se dit, ah, ma fille aussi peut être ça. Elle peut me rendre fier. Voici en fait le changement des dynamiques en fait. C'est parce qu'il y a eu des exemples, des gens qui ont prouvé qu'en fait, investir dans une fille, c'est vraiment investir au même titre dans un garçon. Dans un garçon aussi. Donc voilà ce qui a un peu changé les choses, je pense. Je suis vraiment très d'accord. Et au passage, on voudrait vraiment encourager les parents et également à le faire en fait. C'est pour le bien en fait de la famille. Parce que je veux dire, que ce soit un homme ou une femme, ce qu'on retient, c'est le nom de famille que porte l'enfant. On dira, c'est l'enfant de X, c'est l'enfant de Y, tu vois. Donc, c'est autant une chance, une richesse, un honneur, un plaisir, dans les deux cas, en fait. Donc, il faut aussi faire la promotion, il faut vulgariser aussi le fait qu'une fille, il y a de la matière grise ici. Énormément. Voilà, donc... De base, même quand on prend la société, et je suis d'accord avec les personnes aussi qui affirment que c'est la femme vraiment qui gère tout, qui fait vraiment tout. Parce que tenir une maison, c'est plus qu'un diplôme, c'est plus qu'un doctorat, c'est plus que tout ça, tu vois. On a nos mères qui étaient ménagères, on en a tellement, tu vois. Mais quand tu vois comment ils tiennent la maison, et puis quand tu regardes souvent l'éducation même qu'elle communique aux enfants, tu te dis mais c'est exceptionnel, c'est la magie. Donc les filles, moi personnellement, je pense qu'elles n'ont vraiment rien à prouver. Maintenant après, il faut vraiment travailler sur en fait le mental de nos parents. Il faut vraiment les pousser à comprendre que voilà, une fille au même titre qu'un garçon peut vraiment faire la fierté de la famille et qu'on sort. Pour continuer un peu dans cela, parce que moi je dis que c'est ma philosophie à moi, une jeunesse qui est mal formée ou qui n'a pas de formation est une jeunesse qui est vouée à l'échec. Et ça pratiquement c'est quelque chose qu'on a tendance à voir, ce qui m'amène à poser en fait la troisième question. Donc concernant le taux de chômage, parce qu'il va sans dire que pour des personnes qui n'ont même pas l'opportunité d'aller à l'école, d'apprendre ce qu'il faut apprendre pour être compétitif sur le marché de l'emploi, ces personnes viennent juste pour alourdir le chiffre existant du chômage en fait, ce qui n'est pas avantageux pour un pays. Donc moi je voudrais que tu me donnes un peu ton point de vue sur cette question. Donc concernant le taux de chômage en Afrique, si tu es bien évidemment du même avis que les choses que je viens de citer plus haut, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on arrive à un certain niveau où on se rend également compte que même au niveau du taux de chômage, on est toujours là en train de parler de l'Afrique qui est vraiment en pleine régression. Comment toi tu arrives à expliquer cela aussi? En fait, pour le taux de chômage, c'est corrélé à la demande. Plus l'économie se développe, plus il y a d'entreprises, plus il y a des besoins. Et ce sont les hommes qui ont eu des diplômes ou suivi certaines formations qui répondent à ces besoins-là. Actuellement, on a plein d'étudiants qui ont des diplômes dans plusieurs filières et tout. Mais est-ce que le marché a besoin de ces skills-là? Le marché n'a pas forcément besoin de ces skills-là. Du coup, ces personnes ont des diplômes, elles sont diplômées, elles ont des masters, mais elles ne sont pas compétitives en fait sur le marché de l'emploi en fait. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à les insérer. Donc, si les gens pouvaient faire en fait une étude sur les skills qui sont demandés par la société actuelle africaine et s'orienter en fonction de ça, je pense que ça pourrait nécessairement réduire le taux de chômage. Non, je suis extrêmement d'accord avec ce que tu es en train de dire. Soyons honnêtes et vrais.
à ce 21e siècle, l'éducation dont bénéficie cette génération que nous sommes peut-être après nous peut-être est une éducation caduque. C'est une éducation qu'on a héritée depuis l'époque coloniale. Donc pour moi, c'est pas une éducation qui répond nécessairement aux besoins du monde actuel, surtout aux besoins de l'Afrique actuelle, puisqu'on est un continent avec énormément de défis. Énormément de défis. Et j'ai comme l'impression que tout ce qu'on fait comme étude sert tout simplement à développer un pays qui est arrivé à un certain point déjà. Bien sûr. Tu vois un peu, on a fait la différence quand on étudie un peu le droit de ce qu'on appelle pays, de ce qu'on appelle État et même État-nation et tout ça, tu vois. Donc, je ne pense pas qu'on soit encore arrivé pour la plupart des pays d'Afrique à ce niveau de nation où on rêve vraiment grand, où on peut se... Combien de pays africains même se projettent dans les 50 années à venir qui ont des objectifs vraiment très futuristes déjà. Donc, ça va forcément avoir un déclin sur la jeunesse, sur l'éducation. Donc, moi, je pense que c'est la première chose qu'on doit plus ou moins chercher à faire, tu vois, un peu. Comme tu l'as dit, parler dans ton sens aussi, restructurer, en fait. C'est de ça qu'on parle. Donc, on va directement entamer tout ce qui est comme solution pour pouvoir, un temps soit peu, redresser, en fait, le système éducatif africain, peut-être ivoirien en particulier, tu vois. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table? Quelles sont les solutions qu'on peut poser sur la table afin de pouvoir résoudre, en fait, ce problème, en fait, de réduire, si tu veux, le taux d'analphabétisation et puis aussi, afin de permettre à cette jeune génération de répondre à un besoin spécifique pour l'Afrique? Okay. Moi, je dirais, il y a deux aspects. Okay. L'aspect ou le rôle du gouvernement ou de nos gouvernements. Comme tu l'as dit, en fait, le système éducatif, il est caduque. Les livres qu'on lit ne sont pas adaptés aux réalités. Je prends un exemple. Si quelqu'un fait de la musique, on peut lui parler de la musique actuelle. Pas de la musique passée, en fait. Le jazz, c'est dépassé. Juste un exemple, en fait, pour le cas spécifique de la musique. Maintenant, si on met ça sur les filières, par exemple. En Côte d'Ivoire, il y a des filières qui sont... Je trouve que le marché n'a pas besoin de ça. Donc, elles sont caduques. Avoir un doctorat aujourd'hui en philosophie, moi, j'estime que c'est caduque. Tu sais pourquoi? Parce que, comme tu as dit, on va à l'école pour servir son pays de base. Mais le pays n'a pas besoin de ça. Il y a trop de personnes qui réfléchissent. Déjà, on a besoin des gens qui vont prendre des initiatives, des gens qui vont à l'action. Donc, il y a certaines filières, pour moi, je pense que de façon structurelle, au niveau du gouvernement, qu'on devrait supprimer. Donc, on doit faire une étude de la société, du marché actuel. Du marché mondial, en fait, actuel. Qu'est-ce que les sociétés qui vont employer ces étudiants ont besoin comme skills? C'est ce que l'Inde a fait, en fait, pour se développer. Toutes les grosses boîtes que tu connais actuellement, leur CEO, c'est un Indien. Mais quand tu regardes bien, c'est quelle est la filière? Quelles sont les études? C'est IT. Le gars, il n'a pas fait philosophie. Ce qui veut dire que, de façon réelle, voici ce qui dirige le monde. On fait ces études et on propose maintenant ces filières-là aux étudiants avec les avantages qui vont avec, pour ne pas qu'ils s'orientent juste pour s'orienter. Ça, c'est au niveau du gouvernement. Ensuite, au niveau des étudiants, eux-mêmes faire une étude à leur niveau. Mais mon père, quand il m'envoie à l'école, c'est un investissement. Comment je rends cet investissement rentable? Donc, qu'est-ce que les études vont me permettre de lui apporter et de m'apporter à moi-même? Donc, tu t'orientes en fonction de ça. Tu ne t'orientes pas en fonction de ce que tes amis font, tes amis veulent ou ce que... Non, tu réfléchis. Si, dans 10 ans, j'ai mon diplôme, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je suis compétitif? Là, en fonction de ça, tu t'orientes. Donc, moi, je pense qu'avec vraiment ces deux réformes-là, on peut faire quelque chose. Je pense, D'accord. Moi, je vais vraiment aller du tic au tac. D'abord, il y a un truc qui est vraiment très important aujourd'hui avec la mondialisation, c'est l'accès à Internet. Qui est vraiment répandu un peu partout dans le monde et on a la chance d'en bénéficier. Donc, pourquoi ne pas utiliser cet outil qui est vraiment pour moi l'outil par excellence de formation, tu vois? Pour moi, voilà ma conception à moi. Redynamiser en fait le système éducatif, rendre le système éducatif ivoirien dans le cas de la Côte d'Ivoire vraiment attrayant et attractif. Tu vois, je regardais un documentaire une fois d'un maître de maison qui était docteur.
et on interroge l'enfant. Je pense que c'était sur une chaîne que je ne vais pas faire de publicité. Mais on demande à l'enfant est-ce qu'il se projette en fait dans l'avenir. Tu vois. Et l'enfant dit il a du mal à se projeter dans l'avenir. Il a vraiment peur pour lui. Parce que si une personne un enfant qui raisonne comme ça, si une personne qui allait faire des études, pousser ses études loin jusqu'au doctorat, revient pour être maître de maison, ça veut vraiment dire beaucoup de choses en fait pour lui en fait, tu vois. Donc il a compris à ce bas âge-là ce qui lui attendait en fait, les difficultés plus ou moins. Donc pour moi, il faudrait quand même rendre notre système éducatif plus ou moins attractif. Il faudrait que les gens aient envie en fait, tu vois, un peu d'aller à l'école, aient envie d'apprendre, aient envie de se donner à fond pour résoudre un problème bien spécifique. Maintenant, je prends la Côte d'Ivoire particulièrement. En fonction de notre géographie, on a des challenges. Bien sûr. Tu vois un peu. On peut se baser sur ces challenges pour faire à soi un système éducatif, pour faire même à soi des manuels. Tu vois un peu. Tu as parlé de la musique, tu as mentionné le jazz, tout. Mais en réalité, même en tant qu'Africain, on a des sonorités africaines. Mais généralement, les gens ne connaissent pas, les enfants ne connaissent pas. Tu demandes à un enfant aujourd'hui de te citer des pays qu'il connaît dans le monde, il va commencer par te citer des pays occidentaux, etc. Il aura même du mal à citer même certains pays africains. Tu vois un peu. Donc, on a laissé ce que nous on avait, ce qu'on a plus ou moins, parce qu'on l'a toujours au détriment de ce que les autres nous ont proposé. Donc, un temps soit peu, repartir en arrière, reconsidérer nos traditions, nos us et coutumes, reconsidérer tout ce qui nous caractérise et se baser sur ces ressources qu'on a pour mettre en place des manuels, un système éducatif qui va répondre pleinement aux besoins en fait de nos populations, de notre pays. Et la dernière des choses... Et aussi pour ajouter, en fait, il faudrait que le système éducatif soit basé sur pratique. Merci. Vraiment pratique. C'est le truc de... On t'apprend quelque chose de spécifique, mais pour que tu puisses l'utiliser. Exactement. Qu'on soit solution oriented, en fait, qu'on arrête de créer des gens qui savent juste faire du boileau et verser ce qu'on leur dit. Mais qu'on leur apprenne à comment créer des solutions, comme par rapport aux problèmes que tu as pu citer, en fait. Je pense qu'en faisant ça, même les étudiants, quand ils vont finir, en fait, ils seront à même eux-mêmes de se lancer à leur propre compte. Exactement. Tu vois, donc je pense que ça aussi, ça pourrait ajouter de la valeur, en fait, et aider le système à être plus compétitif. Tout à fait d'accord avec toi. Et j'ajoute un truc là, puis je termine par là. Je discutais avec un ami, je crois 2 années en arrière, qui a fait, comment on appelle ça, le lycée scientifique. Et lui m'expliquait un peu comment ça se passe au lycée scientifique. Ils ont des outils là-bas. Par exemple, il me disait qu'il savait faire un paracétamol depuis le lycée. Qu'il savait faire plein de trucs. On les appelait à bricoler. Parce que quand ils finissaient, par exemple, de faire les cours, ils allaient au labo pour aller faire. Frère, nous, on avait des bâtiments de labo, mais il n'y avait rien dedans. Exactement. Absolument rien. Et nous, on est resté dans la théorie. Tu vois, on nous dit, tu mélanges un CO2 plus tant, voilà ce que ça donne. Paf, on est resté là. Et aujourd'hui, les pays qui se développent associent la pratique à la théorie, comme tu l'as si bien dit. Donc, je voudrais vraiment lancer un cri de cœur pour demander à nos autorités de veiller vraiment là-dessus, d'un temps soit un peu s'orienter là-dessus, de regarder un peu, d'équiper en fait les établissements, afin que ces jeunes-là puissent à un moment donné se perfectionner, s'instruire.